Je me disais que vous reviendriez. Alors, où en étions-nous? Je vous ai conté la folie d'Aristagoras et le courroux du grand roi. Il y a eu Thémistocle, la défense de la Grèce, puis l'essor d'Athènes. Ah oui, Brasidas, Lysandre et la grande guerre qui a ravagé la Grèce. Eh bien, nous avons vraiment brassé large. Cette fois, je devrais peut-être m'en tenir à un seul sujet. Tandis que les querelles des Grecs se poursuivaient sans fin, au nord de leur territoire s'étendait le très discret royaume de Macédoine. Une terre pauvre et accidentée, aux frontières assaillies par des voisins belliqueux et gangrénée par des querelles entre familles nobles. Pendant des siècles, les rois de Macédoine avaient fait tout leur possible pour préserver ce fief si fragile. Il n'était nullement question d'expansion glorieuse. Tout cela changea lorsque Philippe accéda au trône, aussi improbable que cela fût. Philippe n'hérita de la couronne qu'après que ses deux frères aînés eurent vu leur règne brutalement écourté. L'un tué au combat, l'autre par la lame d'un assassin. Résolu à ne pas connaître le même sort, Philippe s'employa aussitôt à réformer l'armée macédonienne, armant ses soldats de piques longues comme 4 hommes couchés bout à bout. Quant aux petits nobles rétifs, la perspective d'accéder à des postes convoités dans la nouvelle armée suffit amplement à les remettre dans le rang. Lorsque Philippe marcha contre les Scythes, les yeux rivés sur le butin qu'il convoitait pour nourrir son royaume, un nouveau commandant figurait parmi ses rangs. Son jeune héritier, Alexandre, un garçon encore peu expérimenté, mais aux formidables ambitions. Philippe s'apprêtait à offrir à son fils un premier avant-goût de la gloire. Alexandre avait bénéficié d'une éducation à la hauteur de ses ambitions grandioses. Son précepteur n'était autre que le grand philosophe Aristote. Aristote lui avait enseigné la politique, l'éthique, la rhétorique, la musique, les sciences, les mathématiques, mais par-dessus tout, c'est l'Iliade d'Homère qui fascinait le jeune prince. L'épopée sublime de la colère d'Achille. Alors qu'Alexandre n'était qu'un garçon, un marchand de chevaux présenta à la cour de Philippe un étalon fougueux. C'était un animal magnifique, avec un crin noir étincelant et une marque blanche rappelant une étoile sur le front. Aucun des cavaliers macédoniens ne parvenait à dompter la bête. Jusqu'à ce qu'un jour, le jeune Alexandre comprenne que le cheval avait peur de sa propre ombre et le tourne face au soleil. Alexandre nomma le destrier Bucéphale, et dès ce jour, ils furent unis comme 2 frères. Ainsi, chevauchant fièrement sa monture, Alexandre accompagna son père victorieux sur le chemin du retour en Macédoine, à travers les terres rocheuses des Tribales. Ce fut un voyage extrêmement mouvementé. Lors de la campagne aux côtés de son père, Alexandre eut enfin l'opportunité de faire ses preuves. Tout ne se passait pas toujours sans accroc entre le père et le fils. La très protectrice mère d'Alexandre, Olympias, n'était pas la seule épouse de Philippe, sans compter qu'elle n'était pas d'origine macédonienne. Lors du banquet au mariage de Philippe avec sa 7e épouse, le père de la mariée prit la parole. Puissent les dieux bénir cette union, et qu'elle donne naissance à un héritier macédonien légitime. Et que suis-je alors? Un bâtard? Philippe se leva, tira son épée et s'avança. Non pas vers l'homme qui avait insulté son fils, mais vers Alexandre. Complètement ivre, le conquérant borgne trébucha et s'étala de tout son long.
Voyez l'homme qui prétend vouloir vous mener d'Europe jusqu'en Asie. Il n'est même pas capable de passer d'un siège à l'autre. Pourtant, après chaque querelle, venait la réconciliation. Et Alexandre reprit ainsi sa place aux côtés de son père lors de ses campagnes militaires en Grèce. Philippe ambitionnait depuis longtemps de conquérir le monde grec, et le fin stratège avait multiplié les manœuvres diplomatiques pour étendre son influence vers le sud. Pendant des années, une paix précaire avait régné. Mais à présent, les Grecs se préparaient à livrer un dernier combat contre celui qui souhaitait les soumettre. De part et d'autre de la route de Chéronée, les forces grecques attendaient. À leur droite, les Athéniens, forts d'une fierté irrépressible malgré l'éclat terni de leur empire. À leur gauche, les Thébains, avec dans leur rang l'élite du bataillon sacré. Du nord, leurs longues piques s'élevant au-dessus de nuages de poussière, les Macédoniens arrivaient. Et sur leur flanc, à la tête de l'élite de la cavalerie du roi, chevauchait Alexandre. À Chéronée, parmi les corps transpercés de piques et déchiquetés par les épées, les espoirs d'indépendance des cités-États grecques furent réduits à néant. Philippe pouvait enfin tourner son regard vers l'Est, en direction de son ambition de longue date, mettre à sac le riche empire perse. Ses espoirs, cependant, furent soudainement et brutalement étouffés. Une lame d'assassin enfoncé avec force entre les côtes de Philippe. Le lion de Macédoine se vida de son sang dans la poussière, un sort qu'il avait lui-même infligé à tant d'autres. Et voici comment le jeune Alexandre, âgé d'à peine 20 printemps, monta sur le trône de Macédoine. La noblesse lui jura fidélité, les uns gracieusement, les autres à contre-cœur, par devoir pour certains, par ambition pour d'autres. Certains n'eurent jamais le choix, exécutés sur ordre du nouveau roi avant d'avoir pu semer le trouble. Voyez-vous, les assassinats étaient monnaie courante au sein de la politique macédonienne. Tout aussi courante était la propension des voisins du nord de la Macédoine à tenter une invasion à la mort de chaque roi. Telle une bande de chacals convergeant vers une carcasse fraîche dès que le lion s'en est éloigné. Le diadème étincelant de la royauté fraîchement ceint sur le front, Alexandre marcha vers le nord, où l'attendait la première véritable épreuve de son règne. Les tribus du nord n'étaient pas toutes assez téméraires pour engager le combat contre Alexandre. Tel un joaillier à l'œil vif, capable de déceler le potentiel d'une pierre brute non taillée, le roi Langaros des Agrianiens choisit de s'attirer les bonnes grâces du monarque macédonien. Langaros informa Alexandre qu'une tribu connue sous le nom des Otariates prévoyait d'attaquer les Macédoniens. Et plus utile encore, il proposa de les repousser lui-même. Alexandre accepta avec joie. Ainsi, dans chaque hameau et chaque village de la vallée du Strimon, Langaros rassembla ses forces. De vifs peltastes, les doigts fermement crispés sur leurs javelots, des cavaliers montés sur de solides destriers habitués à galoper dans les collines rocheuses, et de robustes fantassins, brandissant de longues lames redoutables appelées ronfaillas. Pour sceller leur engagement, Langaros leur parla de devoir. Pour exalter leur courage, il fit appel aux dieux, et pour renforcer leur ferveur, il leur promit un pillage. Tandis qu'Alexandre menait campagne dans le nord, qu'il nouait des alliances et écrasait ses ennemis, des rumeurs se répandaient en Grèce. Je sais de sources sûres que le tyran Alexandre
est mort. Et avec lui, cette engeance décadente que son barbare de père osait appeler une armée. Le temps est venu de vous lever, de chasser les villes garnisons qu'il a laissées dans toutes vos belles cités et de reprendre votre liberté. Mais Alexandre n'était pas mort. Et lorsqu'il apprit que les Thébains avaient encerclé la garnison macédonienne sur l'acropole de la ville, il enragea. Ah, Thèbes, la ville où Oedipe se creva lui-même les yeux, où Antigone se pendit, où Héraclès devint fou et massacra sa propre famille. Pour avoir défié Alexandre, les Thébains allaient endurer une nouvelle tragédie. La destruction de Thèbes par Alexandre fut presque totale. Il ne consentit à épargner que les temples, l'antique Cadmée et la demeure du poète Pindare. Le reste des Grecs rebelles se rendit aussitôt, et Alexandre put de nouveau tourner son regard vers la Perse. Comme le voulait la tradition avant une expédition d'une telle envergure, Alexandre s'en fut à Delphes pour consulter la sagesse du dieu Apollon. Quand Alexandre arriva, on lui dit que la prêtresse d'Apollon s'était absentée du temple, car aucune prophétie ne devait être délivrée ce jour-là. Mais Alexandre, persuadé que sa volonté surpassait même les rites les plus sacrés, pénétra dans les quartiers de la prêtresse et entreprit de la traîner jusqu'au temple, résolu à ce qu'elle lui révèle son destin. « Mon fils !» s'exclama la prêtresse terrifiée. « Tu es invincible !» Satisfait de sa prophétie grossièrement acquise, Alexandre traversa le détroit des Dardanelles. Parménion attendait avec l'avant-garde, mais Alexandre avait des affaires plus pressantes à régler. Il se rendit à Troie, où il oignit d'huile la sépulture d'Achille. Lui et ses amis organisèrent des courses autour de la tombe, s'imaginant un héros de l'Iliade d'Homère. Les Perses n'avaient pas le temps pour ces frivolités. Ils rassemblèrent leurs forces au bord du Granique, dans l'espoir que ses rives escarpées et ses eaux tumultueuses suffiraient à dissuader Alexandre. Alexandre contempla l'armée déployée face à lui, plus nombreuse que toutes celles qu'il avait affrontées jusqu'alors. Les destriers des nobles Perses paradaient le long des rangs serrés, leurs cavaliers guettant avec impatience l'apparition de l'envahisseur qu'ils brûlaient de terrasser. Avec cette unique charge à travers le Granique, Alexandre s'apprêtait à jouer le sort de toute son expédition. Tels les rois de l'Iliade d'Homère, se disputant la gloire en première ligne, les monarques macédoniens menaient la charge, mais peu avec autant de ferveur qu'Alexandre. Au Granique, il se jeta dans la mêlée, tel un loup affamé lancé sur un troupeau en pâture, déchirant de ses crocs moutons et bergers. Mais Alexandre s'aventura trop loin, et un cavalier perse abattit son épée en direction du cou du roi. Mais Clétos, dans un bond héroïque, trancha net le bras du soldat perse. Fort de sa toute première victoire sur les Mèdes, et se sentant aussi invincible que la Pythie le lui avait prédit, Alexandre reprit sa marche. Il jeta son dévolu sur la ville côtière d'Halicarnasse, dont le port ceint de hautes murailles, battu par l'écume et les vagues, avait jadis vu régner la reine guerrière Artémis Ière. Voyez-vous, le plan d'Alexandre pour venir à bout de la flotte perse était pour le moins original. Plutôt que de construire une flotte pour livrer bataille en mer, il comptait envoyer son armée capturer les bases navales perses, une à une. La reine légitime d'Halicarnasse était Ada II, une femme aussi sage qu'instruite, et généreuse bienfaitrice du temple de Delphes. Mais, renversée par son frère, Ada se languissait en exil, jusqu'à ce que l'arrivée d'Alexandre lui offre une nouvelle chance. La reine en exil accueillit Alexandre. Elle mit sa richesse, ses partisans et ses vastes connaissances à sa disposition. En fait,
Ils s'entendaient si bien qu'Ada alla même jusqu'à l'adopter comme son propre fils. Ainsi, le siège d'Halicarnasse serait une affaire de famille. Pénétrer dans Halicarnasse fut un exploit considérable, tout comme l'avait été la victoire au Granique. Sans parler de la reddition des nombreuses villes d'Asie mineure qu'Alexandre avait déjà traversées. Pourtant, la victoire qu'Alexandre convoitait réellement lui échappait encore. Il reprit la route, déterminé à affronter le roi perse Darius III. Un nom porté jadis par le monarque qui avait lancé la première invasion perse de la Grèce. En chemin, Alexandre arriva dans la ville de Gordion. Là, se trouvait une charrette, attachée à un pieu par le nœud le plus inextricable qui fût. Un enchevêtrement de cordes anciennes, tortueuses, glissantes, nouées, entrelacées, s'enroulant et se déroulant. Un nœud sans début apparent, ni fin. Pas de quoi susciter un quelconque intérêt, me direz-vous. Mais d'après la légende, celui qui déferait ce nœud régnerait sur le monde. Alexandre examina le nœud, s'arrêta pour réfléchir, et d'un seul coup de son épée, il le trancha simplement en deux. De là, Alexandre poursuivit vers le sud, jusqu'à ce qu'il atteigne la Cilicie. Bientôt, une chaleur terrible lui monta à la poitrine. Puis il se mit à suer abondamment, écumant tel un étalon en furie. Il se jeta dans les eaux glacées du fleuve Cydnus, mais en ressortit accablé de crampes et de fièvre. Tous les médecins du roi craignaient de lui administrer un remède. À quelle torture serait-il soumis s'ils échouaient ou s'ils aggravaient son état? Seul l'un d'eux, Philippe d'Acarnanie, consentit à préparer un remède. Mais alors qu'Alexandre s'apprêtait à porter la potion à ses lèvres, un messager lui remit une lettre de Parménion. Selon lui, le roi des Perses avait soudoyé le médecin pour l'empoisonner. Alexandre regarda le médecin droit dans les yeux et avala le contenu tout entier de sa coupe. D'abord, le roi vacilla, perdit son souffle, manqua de sombrer dans l'inconscience. Mais alors, soutenu par Philippe, Alexandre revint à lui, sentant l'effet du remède se propager à travers tout son corps. Une période de repos s'avérait nécessaire. Alexandre et ses hommes, accueillis dans les villes de basse Cilicie, interrompirent enfin leur marche implacable. Darius était si confiant dans sa victoire à Issos qu'il avait amené avec lui sa mère, sa femme et ses filles. Mais sa fuite fut si précipitée qu'il les abandonna à la merci d'Alexandre. Telles les femmes de Troie, impuissantes face à leurs ravisseurs, la femme de Darius pleurait et se lamentait, imaginant que sa vie ne serait que misère et servitude. Mais Alexandre la traita avec le plus grand respect et lui accorda tout le confort auquel elle était accoutumée. Alexandre poursuivit le long de la côte, jusqu'à la ville de Tyr, la grande cité phénicienne, bâtie sur une île au large, dont les majestueux édifices semblaient flotter sur l'océan. Alexandre demanda à entrer dans Tyr, désireux d'offrir un sacrifice au temple de Melkarte. Les Tyriens refusèrent, et lorsqu'Alexandre envoya ses messagers une seconde fois, ceux-ci furent jetés à la mer depuis les remparts de la ville. Un acte de défi insensé. Mais les Tyriens, retranchés derrière les imposants remparts protégés par le ressac qui venait s'abattre sur leurs pierres, s'attendaient tout à fait naturellement à ce qu'Alexandre renonce et poursuive sa route. Alexandre écoutait rarement ce que vous et moi appelons la raison. C'est ainsi que commença la construction d'une vaste chaussée. Un pont de terre et de débris destiné à relier Tyr au continent. La terre elle-même se plia à sa volonté.
Les Tyriens payèrent un funeste prix pour s'être opposés à Alexandre. Des milliers furent tués lors du sac de la ville. Des milliers d'autres crucifiés le long de la plage. Les derniers furent réduits en esclavage. Condamnés telles les femmes de Troie à porter le souvenir qu'autrefois il régnait sur une grande cité au bord de la mer. En Égypte, Alexandre reçut un accueil bien plus favorable. Les Égyptiens avaient toujours vécu sous le joug perse. C'est pourquoi, quand Alexandre arriva, ils le saluèrent comme un libérateur. Ils le proclamèrent Pharaon, l'incarnation de Ra. Et Alexandre bénit ses nouveaux sujets en fondant une cité splendide, Alexandrie, un joyau couronnant la riche vallée du Nil. Après s'être emparé du joyau de l'empire de Darius, Alexandre entreprit une fois de plus d'anéantir son rival au combat. Darius envoya messager après messager, désespéré de conclure la paix. 30 000 talents d'argent, tous les territoires à l'ouest de l'Euphrate, le partage du règne sur l'empire achéménide. À ta place, j'accepterais. Je ferais de même, si je m'appelais Parménion. Sa dernière offre rejetée, Darius rassembla une fois de plus son armée. Ils attendirent Alexandre à Gaugamel, plusieurs milliers d'hommes sur une plaine sinistre et désolée. Le grand roi avait fait raser toute la végétation, de sorte qu'aucun obstacle ne se dresse entre ses ennemis et ses redoutables chars à feu. La veille de la bataille, sous les étoiles indifférentes, les armées de Darius et d'Alexandre dormirent par à-coups, conscientes que le lendemain se jouerait le destin des empires. Alexandre était déterminé à ne pas laisser Darius lui échapper une seconde fois. À travers les collines et les dunes mouvantes, Alexandre poursuivit le grand roi, exhortant ses cavaliers à braver les nuits glaciales du désert et les jours cruellement allongés par le soleil d'été. Mais lorsqu'Alexandre rattrapa enfin son adversaire, Darius était mourant. Gisant à terre, au milieu des chariots renversés et des mules mortes d'épuisement, le grand roi de Perse se vidait de son sang, assassiné par ses propres hommes. Alexandre fit laver et vêtir la dépouille de Darius avant de le rendre à sa mère. Ainsi, à peine 5 ans après avoir hérité de la couronne de Macédoine, Alexandre s'empara du diadème de Perse, le roi des rois, assurément. Il pourchassa les assassins de Darius, et il rasa les villes qui s'opposèrent à lui. Mais en vérité, la plupart des élites perses consentirent bien volontiers à changer de roi. Un pouvoir tel que celui qu'Alexandre détenait attise toujours les convoitises. Il apprit l'existence d'un complot visant à le tuer, ourdi au sein même de sa cour. Les conjurés furent rassemblés et exécutés. Parmi eux, Philotas, le fils de Parménion. Philotas avait été mis dans la confidence, mais il s'était tu. Un crime, avait déclaré Alexandre, aussi odieux que le complot lui-même. Et Parménion alors, sitôt qu'il apprendrait l'exécution de son fils, il ne manquerait pas de réagir, et il commandait à des milliers d'hommes loyaux. Non, lui aussi devait mourir. Voilà que des hommes en armes entrent dans ma tente. Ainsi, il a donc décidé d'en finir avec moi. Allez-vous résister, sire? Non, je n'y compte pas. Mais rapporte ces paroles à l'enfant roi. Les dieux ne tolèrent pas l'excès.
Alexandre fonda de nombreuses cités auxquelles il donna son nom. Celle-ci, il la nomma Alexandrie Escatée, signifiant la plus lointaine. Là, aux confins du monde connu, assailli par ses ennemis et accablé par l'aridité du paysage, Alexandre fit surgir son improbable cité. Témoignage éclatant que pas une seule parasange de l'Empire perse n'échapperait à son autorité. Pourtant, par-delà les frontières de l'Empire qu'il venait de conquérir, s'étendaient des terres plus vastes et plus riches encore que l'infini royaume de Perse. L'Inde, une contrée dont les Grecs savaient peu de choses, décrite dans les légendes comme une terre où des fourmis géantes extraient l'or de coteaux inépuisables, où des rivières de miel jaillissent des montagnes, où les hommes peuvent vivre 100, voire 200 ans sans jamais souffrir des maux du temps. On y parle d'hommes pourvus d'un seul pied géant dont ils se servent pour se protéger du soleil. D'autres à tête de chien, ou même sans tête du tout, le visage dessiné sur leur torse. À vous de décider si vous choisissez de croire à ces histoires ou non. D'un certain point de vue, cependant, la terre des 5 fleuves ne différait guère de tant d'autres. Elle était sans cesse disputée par des rois rivaux. Sur une rive de l'Hydaspe s'étendait le royaume de Taxila, gouverné par le jeune roi Ambi, qui venait tout juste d'hériter du trône après l'assassinat de son père. Sur l'autre rive de l'Hydaspe régnait un autre roi, Poros, l'homme qui avait assassiné le père d'Ambi. Étant donné que ce prétexte en valait bien un autre pour s'entre-déchirer, les 2 rois rassemblèrent leurs armées, firent d'extravagantes promesses à leurs mercenaires et se préparèrent à partir en guerre. De retour à la cour d'Alexandre, les tensions s'exacerbèrent. Devenu roi de Perse, Alexandre avait commencé à adopter les coutumes perses, dont celle que les sujets se prosternent devant leur roi. Pour de nombreux partisans grecs et macédoniens d'Alexandre, ce geste semblait non seulement servile, mais blasphématoire. C'était un honneur réservé aux dieux seuls. Lors d'un banquet, Clétos, fidèle à son franc-parler, s'en prit au roi. Les 2 hommes étaient complètement ivres. « Alexandre, que fais-tu donc? Tu te pares de vêtements étrangers. Tu prends conseil auprès d'eunuques et de mages. Et lorsqu'un Macédonien souhaite s'entretenir avec toi, il doit supplier un courtisan perse prétentieux, puis se prosterner comme un esclave. Aurais-tu donc renié ton peuple? Veux-tu bien te taire, Clétos? Sans moi, tu serais dans une masure à flanc de colline à chasser des voleurs de chèvres traces. Non, si ton père n'avait pas été là, tu n'aurais ni armée, ni victoire, ni gloire. Sans ton père, tu ne serais rien. Et s'il pouvait te voir aujourd'hui, il aurait honte. Alexandre saisit la lance d'un garde à proximité, la jeta à travers la pièce et tua Clétos sur le coup. Alexandre contempla le visage sans vie de celui qu'il avait autrefois appelé son ami, celui-là même qui lui avait sauvé la vie au Granique, et il se mit à pleurer. Durant toute la nuit, et le jour suivant encore, il fut tourmenté par le chagrin. Une procession d'amis et de camarades, de courtisans et de flatteurs, de philosophes et de sages vint à lui pour tenter d'apaiser son âme coupable. Mais ce qui l'arracha à sa mélancolie fut une force plus grande, plus profonde que tout chagrin, son désir. L'Inde attendue, une chance non seulement de conquérir, mais aussi de suivre les traces de Dionysos, d'être témoin de merveilles jamais vues par aucun grec, d'atteindre la mer extérieure qui ceinturait la terre entière.
Contrairement à Darius, Poros ne s'enfuit pas. Il résista alors que son armée était en déroute et que ses éléphants traînés au sol barrissaient de douleur. Enfin, épuisé par ses blessures, Poros fut capturé et amené devant son ennemi. Dis-moi, comment souhaites-tu être traité? Comme un roi. Admirant la force et la noblesse de Poros, Alexandre ne se contenta pas de l'épargner. Il fit de lui le dernier satrape de son empire grandissant. Alexandre se fit un ami ce jour-là, mais il en perdit un autre. Ses blessures étaient trop profondes, monseigneur. Non. Il a surmonté pire que ça. Nous avons tous nos limites, sire. Comme toujours, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait apaiser l'âme tourmentée d'Alexandre. L'action. Son nouvel allié, Poros, ne tarda pas à lui désigner une cible toute trouvée pour sa prochaine conquête. Ses propres ennemis, une tribu guerrière connue sous le nom de Cathéens. C'est ainsi que les Macédoniens se préparèrent à repartir. 8 années s'étaient écoulées depuis leur départ. Ils avaient remporté d'innombrables batailles, fondé des cités, amassé plus de richesses qu'aucun homme ne saurait jamais en dépenser. Et pourtant, leur roi insatiable les entraînait toujours plus loin. Les soldats commencèrent à s'interroger. Rentreraient-ils un jour chez eux pour jouir de leur butin et engendrer des enfants à qui compter leurs exploits? Ou Alexandre les pousserait-il jusqu'à ce qu'ils s'effondrent? J'ai entendu dire, soldats, que votre ardeur commence à vaciller. Que certains parmi vous songent à rentrer et à laisser notre conquête inachevée. Ignorez-vous donc ce qui nous attend au-delà de ce fleuve? Des terres plus fertiles que vous ne pouvez l'imaginer. Des richesses que même Crésus nous envierait. Et la gloire. Oh, une gloire digne de rivaliser avec celle d'Héraclès lui-même. Vous ne dites rien? Parlez donc, je ne suis pas un tyran. Nous vous aimons, Alexandre, sincèrement. Mais nous voulons rentrer chez nous. À l'est se trouve le Gange, qui se jette dans la grande mer qui ceinture la terre et qui nous ramènera en Macédoine. L'est est la voie, c'est donc là que nous irons. Mais le silence persista. Les hommes refusaient de continuer. Tel Achille boudant à Troie, Alexandre se retira dans sa tente. 2 jours durant, il ne parla à personne, le cœur en proie à une fureur terrible. Les armées sont capricieuses. Peut-être les hommes reviendraient-ils sur leur refus, par honte, par crainte ou par devoir. Ou peut-être les dieux qui avaient toujours aidé Alexandre enverraient-ils un signe que nul ne pourrait ignorer. Nul présage ne vint, et le chagrin de l'armée ne se changea point en obéissance. C'est ainsi qu'Alexandre consentit enfin à les ramener chez eux. Mais, sans grande surprise, il ne les ramènerait pas par le chemin qu'ils avaient emprunté. Ils bâtirent des navires, descendirent l'Hydaspe jusqu'à son confluent avec l'Indus, puis continuèrent vers la mer. Quiconque se dressa sur leur chemin fut vaincu, et la rivière charria les cadavres boursouflés de leurs ennemis. Alexandre! Alexandre! La flèche est plantée dans son poumon! Un médecin, vite! Non, Perdiccas! Arrache-la! Vas-y! Le corps d'Alexandre était couvert d'autant de cicatrices et d'entailles qu'un billot de boucher. Et cette nouvelle blessure était la plus profonde. Peut-être qu'après avoir échappé à la mort une fois de plus, il aurait dû songer à tempérer ses ardeurs aventurières. Mais au contraire, cela ne fit que renforcer son sentiment d'invincibilité. Lorsqu'il atteignit la côte méridionale,
Alexandre annonça que le gros de son armée ne rentrerait pas par la mer. À la place, elle traverserait l'immense désert de Gédrosie à pied. La flotte fut placée sous le commandement de Néarque, avec ordre de longer la côte et de rejoindre l'armée à Babylone. Et ainsi l'amiral se prépara. On chargea les navires de galettes d'orge et d'outres de vin, de filets et de lignes de pêche, de coffres d'or si l'occasion de marchander se présentait, et de râteliers de lances au cas où il faudrait se battre. En plus des timoniers, des marins, des charpentiers et des soldats, il y avait aussi des géographes, des botanistes et des naturalistes qui se pressaient avidement sur les ponts, impatients de voir quelque chose de nouveau et de merveilleux. Car ceci, voyez-vous, était avant tout un voyage de découverte. La marche d'Alexandre à travers le désert avait fait des ravages. Les sables avaient englouti d'innombrables hommes, épuisés par la maladie, la soif ou des blessures qui suppuraient depuis des semaines. Pourquoi ? Pourquoi affronter le désert ? Pour revendiquer la gloire de l'avoir surmonté ? Ou pour punir l'armée qui avait refusé de céder à ses ambitions ? Seuls les dieux le savent désormais. Et des pertes plus funestes encore restaient à venir. Pas toi, Héphaïstion. N'importe qui, mais pas toi. Je t'aurais suivi jusqu'au bout de la terre, Alexandre. De même qu'Achille pleura Patrocle, Alexandre pleura Héphaïstion. Une angoisse épique, un chagrin mordant mêlé à une rage tonitruante. Tel un nuage d'orage, amassant sa terrible fureur en roulant dans un ciel assombri. Alexandre frémissait d'une colère qui ne demandait qu'à éclater. Son regard noir se posa sur les Cosséens, qui vivaient au cœur des montagnes escarpées du Zagros. Dans un silence funeste, le grand conquérant mena ses hommes dans les collines pour la dernière fois. Tel Héraclès, rendu fou par la volonté d'Héra, Alexandre massacra les Cosséens sans pitié, baignant les collines de pourpre. Puis, rassasié, il fut seul à nouveau. Héphaïstion, Clétos, Bucéphale, Parménion, tous avaient traversé le Styx. Et combien d'autres braves hommes encore ? Combien de soldats avaient quitté la Macédoine jeune et l'œil vif pour rendre leur dernier soupir sur quelques plaines lointaines et désolées ? Alexandre, enfin, qui avait si souvent croisé la mort, se retrouva face à elle. Certains parlèrent de maladie, d'autres de poison. Peut-être succomba-t-il enfin à ses nombreuses blessures, à l'excès de vin ou au chagrin. Même les plus grands ne sont pas invincibles. Il te faut choisir un successeur, Alexandre. À qui reviendra ton royaume ? Au plus fort. Et sur ces mots, son cœur cessa de battre. Seul, empli de chagrin et de regrets, ses rêves de conquête réduits à néant, l'astre flamboyant s'éteignit. Mais, oh, comme il avait brillé. Sans doute trop pour ce monde, trop fougueux, trop ambitieux, trop téméraire. Mais peut-on vraiment l'en blâmer ? Quant à l'empire qu'il avait bâti, eh bien, comme on peut s'y attendre, choisir de léguer son royaume au plus fort ne favorise guère une transition paisible du pouvoir. Les généraux d'Alexandre se dressèrent aussitôt les uns contre les autres, déchirant l'empire telle une meute de chiens errants se disputant un morceau de viande. Jamais un empire ne fut bâti aussi rapidement, ni si brusquement brisé. Permettez-moi de reposer un peu ma voix.
Ensuite, je vous conterai l'histoire d'un autre empire. Un empire qui apparut lentement, patiemment, implacablement, et qui, lui, sut durer.